Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous, ravie de vous présenter mes jeunes prodiges. Donc je vais rapidement les introduire. On a Kaina avec le petit truc au chat, à la petite chemise en chat. On a Winnie juste derrière elle, Camille et Lila. Et il se trouve que c'est 4 jeunes filles que j'accompagne dans le rap. Le rap qui est souvent perçu comme étant un milieu vachement masculin. Et l'idée, c'était vraiment de travailler autour de la sororité, autour de l'entraide entre femmes, de réévaluer un peu la place de la femme. Et rapidement, j'ai mis en fait cette conférence en place, une conférence qui a pour but de sensibiliser les gens à la place des femmes dans le rap et surtout de vous dire, oui, il y a des femmes dans le rap. J'ai pu faire cette conférence à Méricourt pendant la fête de la femme, la journée internationale de la femme. Et il se trouve que les filles ont adoré cette conférence et elles se sont mises à l'animer. J'ai trouvé l'idée simplement géniale. Et aujourd'hui, on a le privilège d'assister à une conférence animée par des jeunes rappeuses. Donc je voudrais, s'il vous plaît, que vous les encouragez au maximum. Et on va commencer. Let's go. Alors, du coup, je vais vous présenter une rappeuse qui s'appelle Diams. Et je vais vous lire une de ses punchlines. Attends, Lila. On va prendre ce micro-là, plutôt. Ok. Tiens. Du coup, je vais vous lire une de ses punchlines. J'aime le speed et l'attente, la droiture et la pente, car je suis le gun et la tempe. Et qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est ça. Du coup, le speed et l'attente, oui, c'est ça, c'est le contraire. C'est le speed, ça va vite. L'attente, du coup, on est posé, voilà. La droiture et la pente, la droiture, on se tient droit. Non, c'est pas ça. Non, le droit, la droiture, c'est droit et la pente, c'est pentu. Et le gun et la tente, ça va ensemble. Hein. Et ça, c'est Winnie qui fait. C'est toi qui fais. Donc moi, je vais vous présenter Kenny Arcana. Donc je vais vous lire une de ses punchlines. Donc, mon rap n'a pas de modèle, il est comme orphelin. À quoi ça vous fait penser ? Comment ? Il s'est construit lui-même ? Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Du coup, j'apporte quelques précisions, mais orphelin, mon rap s'est construit lui-même, c'est une punchline qui a pour but de dire j'ai pas forcément une modèle dans le rap en fait. Il n'y a pas énormément de femmes, donc forcément, comme un orphelin qui n'a pas de modèle, qui n'a pas de parents, moi-même en fait, je suis comme orpheline. Du coup, là, je vais vous présenter Shai, aka la jolie garce. Du coup, je vais vous présenter une de ses punchlines. Joli go dans les bacs, nouveau flow, je me régale, pas de bitch, pas de gal, Birkin dans les 4. Des Birkin, pour ceux qui ne savent pas, c'est des sacs un peu de luxe, voilà. Du coup, ça vous fait penser à quoi, cette phrase ? C'est compliqué là. Du coup, ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas besoin des hommes pour s'élever au sommet. En fait, elle se suffit à elle-même, quoi. Voilà. Du coup, là, je vais vous présenter Meryl. Je défendrai aucune de ces... J'ai la féminisme. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est ça, c'est que c'est normal d'être féministe, c'est exactement ça. Et pourquoi elle est le flemme féministe ? Je me permets, j'ajoute les précisions.
Mais du coup, le gros mot, c'est aussi une manière de dire que c'est un gros mot qui a vachement été utilisé pour dévaloriser la femme et qu'aujourd'hui, elle prend ce gros mot-là pour dire je ne vais pas défendre ces gens-là. Elle ne parle pas forcément des femmes. Et elle dit j'ai la fléminisme en mode j'ai la flemme de devoir toujours me défendre en tant que femme. Donc c'est un espèce de néologisme en fait entre le terme féministe et le terme flemme. Voilà. Donc là, je vais vous présenter Sheila, aka la chienne engagée. Donc je vais vous lire une de ses punchlines. Je suis pas féministe, le vrai terme c'est humaniste. Ça vous fait penser à quoi? Voilà, c'est vraiment ça. C'est normal d'être humaniste en fait. Et voilà. Défendre la femme, c'est pas forcément un truc de femme, quoi. Attendez, je retourne là-bas. Là, ok. Du coup, moi, là, je vais faire Kazé. En fait, elle, c'est un peu particulier parce qu'elle est androgyne. Donc, en fait, elle se considère pas comme une femme, elle se considère plus comme un homme. Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. Ce que je dis ou ce que je pense n'est pas à vendre. Si tu vois que ça, si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Du coup, ça vous fait penser à quoi en fait, tout simplement? J'attends pas le succès en fait. C'est justement il ne faut pas qu'elle. Enfin, les gens ne peuvent pas la changer en fait. Voilà, c'est ça, elle est elle-même, mais c'est l'important en fait, elle va pas changer pour les autres. Voilà. Exactement. Doria, aka l'immense petite fille. Il n'y avait pas mon grand frère, bah oui. Donc j'ai dû me comporter comme tel. Fais gaffe à ma petite sœur, bah oui. Et combien de fois j'ai dû pister son tel? Ça vous évoque quoi? Il y avait pas d'homme pour s'occuper d'elle. Elle a dû être seule pour s'occuper de sa petite sœur et d'elle aussi. Voilà. Ok, donc là je vais vous présenter Laura Yeniche, aka la gadgissure. Du coup, je vais vous lire sa punchline, ensuite vous me direz à quoi ça vous fait penser. Il y a tellement de choses à raconter, tout dépend de l'endroit où tu te positionnes. Dehors c'est la jungle, la débrouille tu te fais graille, dans l'embrouille petit si tu ronronnes. Voilà. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors du coup, la conférence, on l'a vraiment fait en accéléré. Généralement, on prend plus le temps de présenter les rappeuses, d'écouter les morceaux des rappeuses. Vous voyez, il y a un petit signe YouTube sur le côté. On appuie, on fait découvrir un peu l'univers de chacune. Elles ont chacun des univers complètement différents. Et à la fin, on termine avec un exercice où on vous demande à vous, si vous étiez une femme dans le rap, qu'est-ce que vous auriez eu envie de dire? Étant donné qu'on a un chrono et qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer ce soir, on va terminer avec un morceau qui s'appelle Sororité. C'est un morceau qui a été écrit et composé par les filles. Elles sont amateurs, elles commencent à peine le rap, elles libèrent à peine leur voix. C'est un premier jet. Je pense que ça va vous plaire. Elles sont du coup toutes les quatre. Kaina qui les a accompagnées aussi, qui est la plus jeune. Quel âge, Kaina? 9 ans. À peine 9 ans. Juste les filles, puisque c'est ce micro-là qui enregistre, quand vous faites votre couplet, vous donnez ce micro-là. Ok? Je vais vous filer l'autre. Et on va y aller. Tu me le donnes direct de 4 minutes, tu me le donnes comme ça, je le donne à René, ok? Mais par contre, t'as pas bien. Parce que j'écris pas vite. Oui.
faut écrire des chansons rap. Il faut faire des chansons rap. Faut écrire des chansons rap. Ma sororité d'une chanson de rap. C'est rap tout court, KK. Apparaît qui va me sortir de la merde, de mes peines, de mes pleurs, apaiser ma haine. Apparaît qui va me sortir de la merde, de mes peines, de mes peurs, apaiser ma haine. Je viens de rouber un peu plus belle que j'en pas à me chercher. Je suis avec mes go, viens pas nous chercher. C'est pas cher à l'amour qui vont me buter. Dis la vérité, je le redis, c'est pas un mec qui nous séparer. De base, c'était les potes avant les mecs, parce que j'ai choc pendant mes règles. Pas en train de tu ça comme un c'est pas fini. C'est plutôt toi qui le nie. Sur ta petite bulle, je demande pas l'air. C'était au classe pour te ramener libre sur terre. Libre sur terre, tu vas trop frère. Nos cœurs en vente aux enchères. Qui t'a passé pour la pétasse méchante. Je suis compliqué, je te dis ferme ta gueule méchante. Serons-nous famille dans la même maison? Serons-nous fanés dans la même saison? Est-ce un mec qui te fait pas la raison? Question au sentiment de trahison. Est-ce un mec qui te fait pas la raison? Question au sentiment de trahison. C'est un mec qui te fait pas la raison. Question au sentiment de trahison. Il faut faire des chansons de rap. On aime faire des chansons de rap. C'est rap tout court, KK. Apparaît qui va me sortir de la merde. Qui va De mes pleurs, apaiser ma haine. Apparaît qui va me sortir de la merde. Qui va Ouais, tu crois quoi? À la base, elles sont à moi. C'est à la vie, à la muerte. Bah, ça y est, jalousie, c'est ramené. Tu crois vraiment que notre lien, je vais le briser? J'ai pas que ça à faire de mes journées. Je dois déjà le supporter. J'ai trop une bombe à maquiller. On est resté là à rien faire quand il profitait. On a regretté, culpabilisé. Je suis désolée, j'ai peut-être abusé. Peut-être passé trop de temps à l'écouter. Je sais que tu fais genre la meuf des tombés quartiers, car ce mec peut tout gâcher. Faut pas le laisser. Mais je peux pas tout réparer, faut m'aider, je sais que c'est dur à encaisser. Mais sans toi, dis-toi que je peux pas. C'est gros qu'on vienne nous insulter, sur nos physiques ils viennent cracher. En vrai c'est que des jeux rats, impossible pour toi de la faire. Mais tu crois que t'es parfait, alors que la vérité est éclatée. Même en amour, toi et moi c'est pas du lourd, les filles au secours. Même en amour, toi et moi c'est pas du lourd, je crie au secours. Au secours. Des chansons de rap. Faut écrire des chansons de rap. On aime faire des chansons de rap. Ma sororité d'une chanson de rap. Toujours rap tout court, KK. Bah oui. Apparaît qui va me sortir de la merde. De mes peines, de mes pleurs, apaiser ma haine. Apparaît qui va me sortir de la merde. De mes peines, de mes pleurs, apaiser ma haine. J'étais rien pour personne. Quoi? Cette année j'ai été seule, beaucoup trop de fois. Des moments de solitude insoutenables, seule assise à regarder mon portable. Accompagnée de personnes en or, imposant sur mes souvenirs d'amour mort. Je trouverai toujours quelque chose pour faire rire ou sourire. Car j'ai une personnalité folle qui peut pourrir. L'amitié peut être la natige entre les doigts d'un fumeur, qui le détruit à chaque aspiration. Tu meurs. Il fait du bien mais il y a un prix à payer, car le bonheur ce n'est pas gratuit dans ce de Golemont. On peut faire mal, très mal, mais il faut toujours essayer. Si vous saviez le nombre de personnes qui passent à côté d'histoires merveilleuses juste par peur de l'erreur. Vivez pleinement et passionnément, c'est ça la clé du bonheur. Si la vie t'arrache des choses, faut profiter des gens que t'aimes, profiter de leur présence. Ce qui est sûr, c'est que mes sœurs seront toujours là en permanence. Face à nous, tu perds d'avance. C'est la dernière danse de notre enfance. Faire des chansons rap. Faut faire des chansons rap. On aime faire des chansons rap. Ma sororité d'une chanson de rap. Apparaît qui va me sortir de la mer. De mes peines, de mes peurs, apaiser ma haine. Apparaît qui va me sortir de la merde. De mes peines, de mes pleurs, apaiser ma haine. Donc voilà, donc nous à Roubaix ici pour te présenter un peu le cadre, parce que tu viens d'arriver par le train. Ouais, mais ça fait pas un peu trop. Ouais.
Donc nous, on a lancé en 2015 un mouvement, alors, on a lancé en 2004 une université populaire et citoyenne qui essaye de faire un lieu de débat politique en dehors de la conquête du pouvoir sur la ville de Roubaix. Et ensuite, on a lancé Roubaix en transition en 2015, après de multiples événements, mais aussi par inspiration un peu avec Rob Hopkins et le mouvement des villes en transition, mais transition des modes de vie, pas transition énergétique uniquement ou des choses comme ça. Et donc, et puis on a été aussi traversé par toute la vague collapsologue, là, donc comment tout peut s'effondrer, avec Pablo Servigne, et donc de dire comment on pense l'adaptation d'une ville comme Roubaix dans des conditions difficiles de pénurie, comment on produit un changement culturel dans une société qui est largement dans le déni, comment on fait tout ça. Et donc on a bâti des projets autour de l'alimentation, il y a une ferme urbaine, il y a un groupement d'achat circuit court qui s'est installé. Et puis on a attaqué aussi, on attaque en ce moment la question de l'habitat. Donc on fait tout un travail dans un quartier de Roubaix, d'empowerment, je dirais. On va voir les habitants avec un petit journal qui s'appelle l'Entraide. Et donc on est sur cette idée que en situation de catastrophe, c'est l'entraide qui peut se développer, en même temps la violence. On dit des quartiers populaires qu'il y a plus de solidarité, plus de violence. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on est. Bon, il y a tout un petit écosystème associatif qui se fonde autour de ça. Mais on a du mal à... Bon, on est beaucoup encore dans les petits pas, je dirais. Et on a du mal à changer radicalement nos modes de vie, alors que les scientifiques nous disent qu'on doit changer radicalement, vu le contexte dans lequel on est. Donc voilà un peu la présentation, et on voulait te faire un peu réagir à ça, et on a posé la question dans notre cycle de café citoyen habiter la Terre dans un monde abîmé, et la question c'est comment on bifurque. Est-ce qu'il faut aller à la campagne? Et on voit beaucoup de gens de CSP+, qui disent voilà, il faut quitter la ville et on va réussir à reconstruire une économie différente en milieu rural. Ou bien est-ce qu'on peut faire des choses en ville? Est-ce qu'il faut au contraire dire le combat, on est dans une société urbanisée et c'est peut-être plus rapide pour produire du changement culturel d'être dans la ville voilà. Donc ça, moi je te questionnerai là-dessus. Mais sinon, moi, en première question, on va échanger une grosse demi-heure, puis après on discutera avec vous, sachant qu'il y a une contrainte 20h15, puisque le TGV à Lille maintenant c'est 21h, 2. Donc voilà, on est dans les contraintes aussi de temps. Et donc peut-être ma première question, c'est que tu nous dises un peu pourquoi tu as écrit ces deux livres, donc Quotidien politique et la subsistance au quotidien. Donc quelles sont tes hypothèses? Pourquoi tu t'es engagé dans ce travail-là? Quelle est ton histoire un peu qui t'a amené dans ces sujets-là et dans cette façon de les travailler? Merci pour votre invitation. Et moi, ça fait 10 ans. C'est vrai que c'est bizarre le son. Je vais faire comme ça aussi, un peu plus bas. Ça va, vous m'entendez là? Ouais. Non, mais ça fait. Mes grands-parents en fait étaient des écolos du quotidien avant l'heure d'après la Deuxième Guerre mondiale, espérantistes, voilà, dans cette anti-nucléaire. Mais ils nous ont pas, et je les ai quasiment pas connus. Mais ça a sauté une génération, et donc ça m'a travaillé en fait cette histoire-là. Et ils vivaient relativement reclus, bien qu'étant de Boulogne-sur-Mer, c'est d'où mon nom, Pruvot, ayant grandi à Boulogne-sur-Mer. Et par ailleurs, je voyais bien que la vague des années 70, eux, c'est la vague des années 50-60, en fait, c'est avant, c'est les premiers voilà. Les protos. Voilà, même si... et donc, ce qui m'a intéressée, c'était de comprendre, j'ai beaucoup travaillé sur l'État, par ailleurs. Je suis fonctionnaire, j'adore la fonction publique, je ne me vois pas avoir un autre
métier et fait une autre statut. Et en même temps, j'ai travaillé sur la boîte noire de l'État, qui est la police, qui est l'institution la plus antidémocratique qui soit, puisqu'on vit dans des États militaires en fait, et policiers. Et des démocraties qui ont totalement oublié qu'on a créé des citoyens sans terre en fait. On a donné des droits, mais on n'a pas donné le droit à la terre, à l'eau, à l'alimentation. Donc en fait, les droits en nature ont été complètement mis de côté du pacte démocratique. Et donc toutes ces questions-là, ça m'a beaucoup agitée sur cette étrangeté de créer des sociétés qui se disent démocratiques et on n'a pas accès à la terre. Et donc, voyant bien que l'État était pris par un régime policier, j'ai voulu travailler sur des sociétés, des groupes qui se mettaient en marge en tout cas du contrôle social policier. Et donc ça consiste pas mal à aller à la campagne parce qu'il y a beaucoup moins de surveillance. Et donc je me suis enfouie, au sens d'enfouissement, dans plein de campagnes dans toute la France. Et puis pas de chance, il y a eu Notre-Dame-des-Landes en fait, l'opération César qui a donc décimé cette lutte-là sur laquelle je voulais aller avant. Et donc, je réponds trop longuement à ta question, mais c'était pour dire aussi que ça part de l'idée qu'il se passe que quand on inverse les choses, qu'on part de la ville pour aller à la campagne, de l'État pour aller à quelque chose qui n'attend pas de l'État-providence le changement, et pense que ça commence ici et maintenant en mettant les mains dans la terre, et que les institutions, ça viendra en même temps après, parce qu'il y a quand même des formes d'institutionnalisation. J'ai vu du coup aussi une illustration de l'action directe, mais une action directe non violente, puisque j'avais travaillé sur une institution qui a le monopole de la violence légitime. C'est comme ça qu'on l'appelle en sociologie. Et donc je voulais être auprès de groupes qui n'essayaient pas cet affrontement direct en fait, avec la police, qui a pour fonction beaucoup d'occuper les gens contre elle pour qu'on se détourne des cibles réelles. C'est aussi une de ses autres fonctions à la police. Et donc, mais là, voilà, du coup, je me suis intéressée à des personnes qui étaient plutôt de manière très feutrée. Et puis, comme il y a eu cette fameuse opération César, que j'ai vue, évidemment, plein de gens que j'avais vus sur des campagnes qui semblaient pacifiées, voilà, prendre fait et cause, s'engager dans le mouvement social. Et donc, j'ai essayé de travailler, du coup, dans les 10 ans qui ont suivi, sur ces circulations entre lutte frontale et lutte feutrée. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu as observé de ces gens, justement, qui quittent la ville, qui vont s'installer? Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Est-ce qu'ils veulent fuir la ville? Est-ce qu'au contraire, ils veulent transformer les choses? Est-ce que alors, tu as vu Notre-Dame-des-Landes, tout de même, c'est ça, hein, et des gens qui étaient plutôt plus distants. Donc comment tu compares un peu ça? Enfin, tu expliques ça dans tes livres. Mais je trouve ça très intéressant justement de comprendre un peu les typologies de groupes que tu as pu observer. En fait, c'est sans surprise, c'est un résultat constant. Ça fait une 30aine d'années qu'il y a des recherches sur la population qu'on pourrait appeler la nébuleuse écolo-libertaire, en gros. Quel que soit le groupe qui est pris, c'est des classes moyennes supérieures éduquées, blanches. Donc ça, c'est pas un scoop. Mais après, ça veut pas dire... Enfin, alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, on a une partie importante de la population qui se trouve dans cette frange-là. Et si toutes les classes moyennes supérieures éduquées vivaient on n'en serait pas là, enfin, pour le coup. Ça veut donc dire que c'est qu'une toute petite partie. Donc, qu'est-ce qui fait que ceux-là et celles-là bifurquent? Et là, moi, je ne peux pas parler de ce qui se passe dans les villes, parce que j'ai vraiment enquêté que sur des personnes qui s'installent très durablement en zone rurale, avec une sortie en fait de la ville, mais on reviendra, c'est plus compliqué que ça, parce que les gens des campagnes sont tous quasi jumelés en fait avec une ville, et ils font beaucoup de circulation entre les deux. Et donc moi, ce que j'ai plutôt vu étudier, c'est ce que j'ai appelé des aires d'influence rurale, c'est-à-dire ça peut être des urbains, mais qui font un trajet pendulaire
avec une campagne. Alors que souvent on dit c'est l'inverse, c'est des gens des campagnes et puis qui vont travailler à la ville. Là c'est inverse. C'est-à-dire que c'est des gens qui pourraient, certains vivent dans certaines, pas des grosses villes, mais des petites et moyennes villes, mais et c'est ce que font les AMAP, en fait, quand ils ont une... Voilà, les AMAPiens et AMAPiennes habitent en ville, et puis ils vont faire une circulation dans la map qui peut être en périurbain ou à la campagne. Et donc ces fameuses classes moyennes, déjà elles ne sont pas toutes supérieures. Dans le deuxième livre, là, je montre que c'est plutôt la frange inférieure. C'est plutôt des personnes qui ont bac plus 2. C'est pas du tout des bac plus 3, bac plus 4. C'est des personnes qui ont fait des études techniques et pas du tout des sciences sociales. C'est pas des personnes qui passent leur vie à la médiathèque. Parce qu'ils ont plutôt, ils se posent plutôt des questions d'écologie pratique. Et c'est plutôt ce genre d'ouvrage qui circule. Donc en fait, il faut être plus nuancé ensuite, groupe par groupe. Et l'autre chose qu'on dit souvent, c'est que c'est des personnes qui ne sont pas du coin. Ce seraient des néo-ruraux qui débarqueraient. Et là, ce n'est pas le cas. C'est pour moitié des gens du coin, des enfants du pays, en fait, qui se sont alternativisés. Et c'est pareil, enfin, je pense que vous, il y en a un certain nombre, si vous êtes dans cette perspective-là, vous venez pas forcément de... Enfin voilà, vous pourrez me le dire. Mais donc ça, on oublie aussi qu'il y a plein de gens du coin qui habitent en ville et en la campagne, qui n'ont pas embrayé sur les 30 Glorieuses. Et donc l'autre élément à prendre en compte, c'est que c'est des personnes, donc dont une partie vient du coin, pas forcément hyper diplômées, et qui ont pour point commun d'avoir voyagé. Et ça, c'est un élément assez fort. C'est-à-dire, c'est des personnes qui soit ont vécu à l'étranger, soit ont eu des grands-parents qui ont vécu à l'étranger. Enfin, donc une histoire de hors métropole, c'est-à-dire où les pays du Sud, ou les pays dits sous-développés, vont pas du tout être considérés comme tels, mais au contraire comme des modèles ou des lieux d'entraide, de ressources, ou ont été travelers sac au dos, en fait, on fait des voyages sac au dos, et leur choix, c'est justement de pas vivre ailleurs, mais de revenir soit dans la région où ils ont grandi, ou d'aller dans une campagne choisie, au terme d'un parcours qui est souvent un tour de France, parfois un tour d'Europe ou un tour du monde. Et ça, c'est un point important. Donc on voit vraiment aussi les liens forts qu'il y a entre des formes d'écologisation de ces pratiques, mais aussi rapport à l'histoire coloniale dans une perspective critique, en fait, de la suprématie blanche, pour dire, ben voilà, en fait, les sociétés paysannes des pays du Sud ont énormément à nous apprendre, et c'est ça qu'il faut réenclencher sur le territoire. Et donc, et dernier point important, c'est que les alternatives que j'ai étudiées, elles vont là où c'est pas cher. Et donc, en fait, si on étudie le marché foncier, dans les années 70, il y avait plein d'hameaux désertifiés, les hippies sont venus et ont gentrifié en fait les lieux dans certains cas, puisque c'est devenu, ils l'ont rendu très dynamique, le prix du foncier a augmenté, ça fait que les plus jeunes ne peuvent plus s'y installer, et donc ils vont dans la campagne d'à côté, légèrement décalée, et donc à la fin on arrivera aux villes, voilà, c'est-à-dire qu'on a une forte dépendance au fait que, comme la terre est appropriée par des grands propriétaires fonciers qui s'appellent ou des agriculteurs, ou des lobbies, ou une classe sociale bien déterminée, c'est pour ça que j'appelle ça la politique parcellaire de la conquête de la parcelle, puisque c'est ça. Donc en fait, ça se distribue là où le foncier est pas cher. Et donc, ces groupes, ces gens-là que tu nous décris, tu as aussi observé ce que tu appelles l'économie de la subsistance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Ils essayent de construire une subsistance, une économie de la subsistance. Et donc, tu rapproches ça aussi de l'histoire de l'écoféminisme. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi et comment tu l'as observé, en fait, voilà. Alors la subsistance, parfois ça peut rimer, enfin ça évoque une économie de la survie. Et là c'est plutôt la proposition de se réapproprier ce terme. C'est de revisiter en fait les économies de subsistance
en sortant de ce regard misérabiliste, pour plutôt s'interroger sur le fait qu'elles pouvaient produire aussi de l'abondance. Et donc, il y a des écoféministes allemandes alors celle que vous connaissez peut-être, qui est indienne, c'est Vandana Shiva, qui a beaucoup été très proche de ces écoféministes allemandes. Elle a même écrit un livre avec une écoféministe allemande qui s'appelle Écoféminisme, Maria Mist, et qui elle aussi essaie de réévaluer le travail, enfin les économies de subsistance indiennes comme pouvant nourrir le monde en fait. Et à commencer par l'Inde. Donc la subsistance, pour résumer, c'est toutes les activités qui permettent d'assouvir des besoins primaires, que ce soit des besoins alimentaires, des besoins de soins, mais aussi des besoins d'autogouvernement, enfin des besoins politiques aussi, d'accès à la décision. Et donc en fait, ça ajoute une dimension qui implique aussi de travailler. Je dis bien travailler, parce que la subsistance, ça coule pas de source, c'est un travail, donc et de travailler avec des matières vivantes. Donc en fait, ça permet de distinguer le travail de subsistance du travail de consommation. Le travail de consommation est fondé sur le principe que quand on a besoin, on sort son porte-monnaie, on prend de l'argent, on l'achète et on le ramène dans son monde, qu'il soit professionnel, domestique, de loisir. On est dans un travail de consommation. Le travail de subsistance a cette particularité de s'adosser sur les atouts majeurs des matières vivantes, c'est qu'elles sont reproductibles, voire même démultipliables. Et comme je dis souvent, vous achetez un yaourt, vous le mettez au frigidaire, vous vous réveillez le lendemain, vous ouvrez le frigidaire, vous avez toujours un yaourt. Avec des graines, elles sont démultipliables. Donc, on rentre dans l'entraide là, et dans l'économie du don aussi. Et donc, ça, c'est un point très important de l'économie de subsistance. Donc, travail avec des matières vivantes qui requiert un grand savoir-faire, parce qu'il y a beaucoup de matières vivantes. Toutes les matières vivantes ne sont pas contrôlables, elles sont pas... et donc, ça fait que ça produit des collectifs qui sont très attentifs aux naissances. Parce que les matières doivent se renouveler, que ce soit des animaux, des êtres humains, des plantes, mais les outils aussi, il faut les réparer, il faut les travailler. Et donc, il y a tout un travail d'entretien, de réparation et d'accompagnement de ces activités-là dans la subsistance. Et autre point, c'est que la subsistance, c'est jamais solitaire. Le travail de consommation peut être solitaire. Il est même fabriqué pour créer de la consommation isolée, et même des ménages isolés. C'est pas possible dans les sociétés de subsistance. Le travail de subsistance est forcément collectif, déjà collectif avec les matières. Il faut bien s'entendre avec des animaux à qui on prend du lait. Faut s'entendre aussi avec tout un voisinage, et il n'y a pas possibilité pour une seule personne de cumuler tous les savoir-faire de subsistance. Donc, moi, je m'appuie beaucoup sur une organisation, un type de collectif humain qui est le plus répandu sur la planète, qui n'est pas la famille, qui est la maisonnée. Les gens vivent dans les sociétés de subsistance, les gens ne vivent pas dans des familles, mais des maisonnées, c'est-à-dire un groupe de cohabitants, qu'ils soient humains et non humains, dont l'enjeu, c'est de fabriquer la subsistance. Alors, on peut être apparenté, mais pas que. Il y a plein de personnes non apparentées dans les maisonnées paysannes, c'est très circulant. Et c'est parce qu'aujourd'hui... Donc, en fait, nous, ce qu'on a, c'est plutôt des familles très réduites, aux parents, à l'enfant, trop peu, pas d'animaux, trop peu, quasiment pas de plantes, et le foyer n'est plus un lieu de fabrique collective de la subsistance commune. Donc en fait, ça distingue vraiment des pratiques de vie extrêmement différentes, et c'est des opérations aussi économiques très différentes, parce que le surplus n'est pas dans la subsistance, il faut dégager du surplus. Donc quand on fait un levain, il faut en garder pour le levain de la fournée suivante. En fait, le principe de la subsistance, c'est de ne pas mettre toutes ses œufs dans le même panier, parce qu'on sait que tout ne va pas marcher en même temps, d'accueillir la circulation des gens, donc il en faut toujours plus. Et c'est souvent ce que des travelers découvrent quand ils vont dans des fameux pays ils disent « Ah, on m'a accueilli, on m'a donné plein à manger », cette culture de la générosité et de l'hospitalité. Mais c'est pas ça, c'est le principe même de la subsistance. La consommation, on compte ses sous.
Alors, ça ne veut pas dire que toutes les sociétés de subsistance sont merveilleuses, elles sont patriarcales, esclavagistes, elles ont plein de problèmes aussi. Hein. Mais, en tout cas, ça peut être important, mais je redonne la parole, de distinguer les deux à l'époque contemporaine dans nos contrées. Ok. Et tu as rencontré, observé différents groupes, différentes maisonnées, différentes communautés. Et qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui marche, pourquoi ça te paraît marcher? Et quand ça ne marche pas, pour quelles raisons, quelles difficultés as-tu vu, observé dans ces communautés? Alors moi c'est vrai que j'ai essayé de retirer tout le vocabulaire de l'échec et de la réussite, parce qu'en fait on croit par exemple les communautés des années 70 qu'elles se sont dissoutes, mais en fait non, les gens se sont répartis sur le territoire, ils ne sont pas revenus en ville sans rien, ils ont ramené plein de choses, d'expérimentation, et donc c'est plutôt quelles sont les formes qui vont permettre au groupe de persister, de ne pas lâcher en fait. Et moi c'est vrai, j'ai un biais, je n'ai pas rencontré des gens qui avaient lâché. Donc par contre j'ai des parcours de vie où les gens ils changent, ils commencent à vivre en collectif et puis après ils font couple et puis ils ont des enfants, puis ils s'installent dans un lieu et puis ils voudraient se mettre en maraîchage, ils obtiennent des terres et puis il n'y en a pas suffisamment parce que le maire est infernal et ne veut pas donner, et puis donc ils changent de commune. Donc il y a plein de trajectoires comme ça, et donc la question, donc c'est vrai que moi j'ai que des trajectoires de gens en persistance. Alors ça ne veut pas toujours sur la même forme, mais parce que c'est comme s'ils avaient un effet de cliquet, quoi. Une fois qu'ils avaient commencé, y a pas de... on peut stagner, mais il n'y a pas de retour en arrière. Les gens ou les collectifs? Alors justement, je voudrais juste dire que moi, la forme que on vit, surtout on vit avec un idéal du collectif ou de la communauté. Moi, c'est pas ce que j'ai vu de façon majoritaire sur le terrain. J'ai vu surtout des domiciles, des gens qui vivent dans des foyers et qui ont eu une expérience dans un collectif ou des expériences communautaires et qui vivent l'expérience collective via des associations, la forme associative, sans forcément cohabiter sous le même toit. Et donc, il faut étendre cette notion de vivre en collectif, c'est plutôt un réseau d'entraide de gens en face à face, c'est pas des réseaux virtuels avec des listes mail, c'est vraiment des gens qui se voient vraiment et qui sont en interrelation constante et en jeu d'échanges réciproques permanents, mais qui ne peuvent pas habiter nécessairement au même endroit, soit parce que... Enfin, du coup, ils cumulent à la fois la possibilité de vivre, de bénéficier de ressources communes, parce que beaucoup d'objets transitent, tout en ayant des formes relativement privées aussi qui leur permettent en fait de ne pas avoir à gérer le collectif. Donc c'est plutôt ça moi que j'ai vu dans les campagnes. Parce qu'aussi il y a la possibilité d'avoir plein de petites parcelles où on habite et donc les conflits, il y en a énormément, mais enfin je vois pas de vie humaine sans conflit, donc ça me paraît pas un scoop. Et donc l'avantage, et c'est là en gestion de résolution de conflits, c'est est-ce qu'ils ont la possibilité de changer de parcelle, de déménager en fait. Le conflit, quand on ne s'entend pas bien avec son voisin, quand le collectif dans lequel on est, qui est un peu provisoire, etc., est-ce que du jour au lendemain, je peux aller à 3 km, installer ma tente, mon habit allégé là, être hébergé par un copain qui a une ferme? Et en fait, c'est plutôt ça qui est compliqué en ville. C'est qu'on ne peut pas héberger indéfiniment plein de copains. Or, moi, j'ai vu plein de terrains qui sont des lieux ouverts, en fait, où on peut poser son camion, et donc de 6 mois en 6 mois, les gens tournent sur les parcelles. Et ça, c'est quand même c'est pas pareil que d'héberger quelqu'un sur un bout de canapé dans son salon, en fait. Hein. Là, le salon, c'est une énorme clairière, et il y a 25 personnes qui peuvent... Donc, ça, c'est le vrai atout de la campagne. Mais la ville aussi rentre dans ce jeu de circulation, c'est-à-dire des personnes qui vont refaire un séjour en ville et reviennent. Donc la possibilité de déménager, donc
et sur des parcelles où on est hébergé gratuitement. Donc l'hospitalité sans les problèmes de résiliation de loyer qu'on a dans tous les choses urbaines, ce qui fait que le squat du coup est une vraie ressource. Enfin, j'ai pas vu un lieu qui n'était pas en lien avec un squat urbain, parce que c'est l'autre moyen de pas... c'est un vrai mode de résolution de conflits internes. Et l'autre élément qui m'a beaucoup marqué, c'est que comme c'est des groupes très minoritaires, de toute manière pas en marge, se fâcher avec un membre du groupe, c'est pas forcément se fâcher avec tout le groupe. Et ça, c'est un autre élément, et c'est là qu'on voit des groupes plus ou moins claniques. Si c'est très clanique, c'est des exclusions, et là on perd tout le réseau d'entraide. Donc ça, on peut pas généraliser, mais c'est un autre issue pour résoudre le conflit, c'est d'être dans des groupes qui sont pas trop claniques. Mais ça se décrète pas à l'avance. Je sais pas si tu veux rebondir sur d'autres choses, mais... Ouais, je comprends pas tout là, mais oui, en fait, tu vois, c'est des communautés, mais en réseau en fait, et qui sont très très mouvantes et très, c'est un peu, comment on dit à LFI là, un mouvement atmosphérique. Nébuleux. Gazeux, voilà. Donc on sent, c'est des communautés comme ça, gazeuses, mais en même temps, comment l'identité, parce que tu disais, je t'avais entendu dire aussi, pour qu'une communauté vive, il faut qu'il y ait tout le temps du mouvement, des gens qui arrivent, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui tiennent la baraque. Et donc, sinon, on est dans du gazeux. Et donc, comment ça fonctionne ça il faut de la durée, il faut un peu de l'ancrage, sinon, comment tu as vu ça? Oui, non, là, merci de rectifier le tir. En fait, moi, j'ai comparé plein d'endroits, de micro-régions, jusqu'à des zones frontales comme la ZAD et puis Vallon, sur lequel je mets le curseur. Et en fait, je retrouve toujours la même division entre des sédentaires et des nomades. Donc, il y en a qui s'ancrent et qui sont là pour vieillir avec les chênes et qui vont vraiment... Alors après, c'est plus compliqué que ça. Ils s'ancrent, mais après, ça ne les empêche pas de bouger d'une parcelle à l'autre, parce qu'il y a des tas de problèmes avant de trouver un lieu propice. Mais ils vont s'ancrer dans ce territoire-là. C'est un territoire électif, qu'ils soient de ce coin-là ou qu'ils viennent d'ailleurs. Et ils s'appuient sur les anciens et les anciennes et toutes les générations de personnes en marge de la consommation-production. Ça peut être le marginal du coin, ça peut être l'agriculteur du coin qui n'a pas complètement brillé sur les 30 glorieuses, et ça peut être les hippies qui sont restés. Et donc ça, et puis ça peut être ensuite... donc ça fait vraiment un nombre de gens qui ont un savoir-faire du territoire, parce que l'enjeu, c'est bien, quand on réenclenche des cycles de subsistance, c'est dans un lieu précis, en fait. C'est justement pour éviter une sorte de consommation hors sol mondialisée. Donc il faut bien connaître les lieux, en fait, les forces humaines, le biotope. Et donc ça crée un bout de personnes qui donc vont plutôt du coup aller du côté des métiers agricoles. Et de l'autre côté, on a plutôt d'autres qui soit sont en transit avant de s'ancrer quelque part. Et donc du coup, pour résumer, il y a du gazeux et du solide. Mais l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Parce qu'en fait, ceux qui s'ancrent là, s'ils n'ont pas des gens qui n'arrêtent pas d'aller et venir, étant donné le niveau de difficulté qu'il y a à s'ancrer, ça apporte en permanence en fait une forme de comparaison, puisqu'ils ne peuvent pas bouger forcément pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Les autres leur disent tu sais, là-bas ils font ça, et donc ça crée en fait de la circulation d'expériences, et aussi ça fait aussi que on a l'impression que le monde redébarque dans ces campagnes très circulantes. Et donc ça, c'est vraiment constitutif aussi. Donc quand on me dit des campagnes figées, moi j'ai vu un nombre de gens circuler pas possible, venant de plein de pays aussi. Alors pas forcément, parce que tu as des...
Enfin, moi, je me suis amusée à calculer, tu vois. Parce que l'autre chose que je voulais dire, c'est que dans mon approche de la subsistance, je me suis astreinte, puisque j'en avais tellement marre qu'on me dise que ces gens n'existent pas, que c'était invraisemblable leur mode de vie, qu'ils étaient gazeux, qu'ils n'étaient pas sérieux. Donc moi, j'ai tout compté, j'ai fait une micro-économie, inventaire total donc on me dira de combien il gagne, combien ça rend, combien il rentre, il sort, poste d'activité par poste d'activité. Et donc, si vous voulez un inventaire complet de ça, vous le trouverez dans la subsistance au quotidien, parce que ce sont véritablement des modes de vie qui arrivent même à faire parfois des petites économies. Donc on n'est pas du tout dans du rêve. C'est extrêmement sérieux en fait, y compris sur le plan de l'articulation entre argent qui rentre et puis substitut en nature. C'est vraiment des équilibres en tête que les personnes n'objectivent pas nécessairement parce qu'elles ne tiennent pas leur compte, mais moi j'ai tenu leur compte pour elles, parce qu'elles savent que ça marche. Mais moi, je dois le prouver aux autres. Donc, j'ai fait ce travail de comptage qui est très important et que je propose aussi. C'est de l'ethnocomptabilité, ça s'appelle, pour que des collectifs qui voudraient s'installer ou des gens qui veulent s'installer objectivent leurs ressources et se voient un peu l'état des forces en place, parce qu'il ne s'agit pas simplement de quantifier ce qu'on a en argent, mais les ressources en gens qui peuvent vous aider. Et ça se comptabilise en fait. Bon, alors je vais te faire un aveu, j'ai un peu de mal à lire la subsistance au quotidien, c'est toute cette comptabilité justement, parce que là c'est jour après jour, on voit tout ce que font les gens dans un couple là, voilà. Donc, et on voit tout de même que l'économie de la subsistance, c'est un sacré boulot et c'est tout de même très difficile. Et donc moi j'ai eu... à la fois, il y a effectivement, on pense à Ivan Illich, c'est-à-dire comment on se détache de l'industrie et on a des outils qu'on maîtrise et on reprend la maîtrise de sa vie. C'est ça qui je trouve intéressant dans l'économie de la subsistance, et puis qu'on a une alternative à un système qui détruit la planète. Mais en même temps, ça peut bouffer l'ensemble de la vie, et je pense aussi... Hannah Arendt qui disait il y a le travail, mais il y a aussi l'œuvre, et puis il y a aussi la parole, le temps pour la parole politique. Et donc, comment ces temps-là s'équilibrent? Est-ce qu'ils sont encore un peu militants? Est-ce qu'ils sont H24 dans leur ferme et à réparer les tracteurs et à essayer de faire tourner le bazar? Et il n'y a plus aucune disponibilité pour être présent. Voilà, et peut-être, c'est ma dernière question, c'est le rapport aussi avec la ville. Enfin, voilà, toi, ton avis en tant que citoyenne, comment on produit du changement culturel le plus rapidement possible, parce que là, il faut aller très très vite. Et pour finir, est-ce que c'est pas plus compliqué en s'éloignant un peu de la ville, même s'ils sont proches? Et est-ce qu'il y a un champ aussi d'action dans la ville? Voilà. Bon, mais t'es pas allé jusqu'à la journée où je raconte une journée entière qui passe à attribuer un label bio qui est fondé sur l'entraide, en fait, principalement. Donc, en fait, ils arrivent à militer sur le plan méso, on va dire, tu vois. Ça, c'est... Alors, sur le plan... lui, il est à la Confédération Paysanne, voilà. Donc, en fait, il y a une activité syndicale, il y a une activité dans un label local. Ils distribuent la tâche, il y a des questions de genre, là, assez importantes aussi, qui sont là. Et donc, moi, j'ai raconté 9 jours. Hein, je dis toujours, si vous avez du temps pendant les vacances, si vous en prenez, et vous avez la chance d'en... en fait, moi j'ai essayé d'écrire ce livre justement qui est dans le récit, parce que ce qui n'est pas dans l'analyse tout de suite sociologique, mais qui vous donne à voir justement de façon un peu, on va dire, frénétique, effectivement le rythme de vie que ça implique d'avoir 12 ruches, 2 vaches, 2 chèvres, 4 moutons, 50 poules, 8 hectares...
2 tracteurs dont un seul qui marche, du pain qui rapporte de l'argent et qui a 2 fournées par semaine, une petite fille, et puis un réseau d'entraide d'une 50aine de personnes. Donc comment, en gros, tous les jours, on arrive minute par minute à articuler tout ça. En fait, c'est vrai que je voulais créer, c'est pas moi qui l'invente, je suis au plus proche de ce qu'ils vivent, mais de montrer que c'est un régime d'attention assez particulier et qu'on n'a pas dans les villes, parce qu'on a un mode de vie très segmenté. En gros, eux, tous les trajets qu'ils font, c'est un trajet de veille sur le vivant. Quand ils se promènent, les abeilles, les fruitiers. Et les villes, elles sont devenues particulièrement bitumées. Je veux dire, avant, des gens dans la ville pouvaient glaner éventuellement une pomme, ramasser des framboises ici, c'est la saison, et puis rapporter un truc. Donc ça, on a atteint un niveau de bitume dans les villes qui fait que la veille sur le vivant, pendant qu'on marche et qu'on va juste d'un lieu à l'autre, elle est juste elle est interdite en fait. C'est une privation. Elle a été même privatisée en fait dans des jardins. Les murs devraient être couverts de vignes ça pousse partout, dans toutes les régions de France en tout cas, et pas les vignes à l'intérieur du mur, de l'autre côté du mur, du côté trottoir. Donc en fait, ça, on a de toute manière des villes dont l'urbanisme a perdu, ou a carrément fait la guerre, a considéré comme souillé, salissant, indigne, le fait que la question ne serait-ce qu'alimentaire soit... et au point de créer des jardins partagés qui sont donc des petites poches, mais qui sont tellement pas assez grandes, parce que je voulais, là, dans cette expérimentation-là, voir combien d'hectares il leur fallait pour pour tenir quelque chose de forme d'autoproduction, en fait. Sachant qu'ils ont du surplus. Et comment ils le commercent, etc. Et les limites possibles cognitives, physiques, pour que c'est que 2 personnes qui prennent ça en charge au quotidien. Donc là, on voit, ils sont limites. C'est ça qui apparaît dans le récit, c'est complexe. Et donc là, je prenais ce cas limite, justement, pour dire, non, il faut un collectif, et voilà. Et en même temps, donner la possibilité aux personnes qui pour l'instant n'ont pas de collectif, d'approcher aussi ce mode de vie dans son versant le plus pratique. Donc en fait, là, moi si j'ai une seule... j'ai pas du tout de solution, mais je pense... parce que je pense qu'elles sont locales, elles dépendent totalement j'ai une approche plus bio-régionaliste en fait, donc je ne l'imagine pas venant d'un État planificateur, assurément pas. Et donc ça se réinvente et se retisse avec les ressources du coin et les gens qui... mais en revanche, il va falloir s'équiper de tractopelles. Ça, je pense, c'est vraiment l'outil majeur d'émancipation, c'est de casser du bitume, mais vraiment dans les grandes largeurs, quoi. Parce qu'on va vraiment pas réussir à rendre ce monde... si on voit pas la terre, je vois pas comment on peut y penser déjà, elle a pas d'odeur, et que donc, justement, les gens n'aient pas à aller à la campagne pour commencer à se dire, et si je fais ma petite butte, ne serait-ce que pour avoir des fleurs même, j'ai pas 10 km à faire, 50 km ou 800 km à faire. Et donc ça, les villes vont devoir évacuer les 3/4 de 90% de leur bitume pour que les gens n'aient plus qu'à... ce soit en bas de chez eux. Ça vraiment, c'est pour moi la revendication la plus majeure, parce que je ne pense pas sensitivement, sensoriellement, qu'on arrivera à remettre la question de la subsistance et écologique au centre de nos vies si dans notre vie quotidienne, on n'est pas dans ce régime sensoriel collectif et partagé. Donc si on ne le réenclenche pas matériellement, là, on restera dans une relation très abstraite et très parcellaire, avec des petits bouts qui vont être arrachés aux communes, qui vont donner quelques hectares ici et là et encore, et qui seront de toute manière toujours trop loin. Et donc ça, c'est ce rapport parce que de fait, le rapport au temps qui s'invente dans la subsistance, c'est la superposition de l'œuvre d'Hannah Arendt, de l'activité politique qui se fait dans la fabrique. Moi, j'ai assisté à des scènes à Notre-Dame-des-Landes où tu as une assemblée
du mouvement qui décide de ce qui va être fait, et en même temps la construction d'une charpente. Je ne crois pas que l'Assemblée nationale mette les cuisines au cœur du travail parlementaire. C'est bien dans une sphère à part. Et les parlementaires ne font pas la cuisine. Donc en fait, moi j'ai un réflexe, là je suis très féministe là-dessus. Si on ne partage pas toutes ces tâches de subsistance à toutes les classes sociales, tous les genres, et ben ce sera toujours les mêmes qui s'y colleront. Et donc ça passe par de ne plus diviser les espaces et les tâches. Donc moi je suis plutôt vraiment pour que... Et l'action politique de réunion, qui est un temps très fort et très important pour prendre le temps, sortir de l'activité, ne peut absolument pas être la seule activité politique proposée à la majorité de la population. Plein de gens vont vous dire, mais j'ai des gamins, j'ai d'autres trucs à faire, donc c'est la politique, c'est pas moi qui dois y aller, c'est moi, je dois la faire tout en faisant mon activité. Et je pense que ça, c'est pour ça que les luttes d'occupation m'ont passionnée, parce que l'activité, elle est toujours présente. Il y a une réunion et il y a la vaisselle en 3 bacs en même temps. Et c'est ce qui se passe aussi dans des lieux collectifs ou dans des terrains, des lieux partagés comme ça, où on voit que l'activité domestique, concrète, elle est toujours très présente en fait. Les cuisines, elles sont toujours là, ou les ateliers en fait. Et donc la conquête d'ateliers, de terres, enfin voilà, moi je m'arrête là. Peut-être, voilà, on peut ouvrir la discussion si les uns et les autres, vous avez envie de contribuer. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je mets ce micro là. Juste une question sur la jeunesse. Ils sont comment vous parliez de personnes qui viennent ou qui reviennent. Est-ce que, voilà. Est-ce que dans ce profil que vous avez dessiné, il y a des jeunes? Parce que je ne l'ai pas senti. Il y a une autre question? Oui. Et alors juste, parce qu'en fait, Parce qu'on enregistre. Juste, en fait, alors peut-être c'est une image faussée, j'ai une image d'une jeunesse qui a encore aujourd'hui beaucoup envie de consommer. Et donc, de ce fait-là, quand on parlait de faire vriller le modèle... On n'y est pas. Oui, pour prolonger un peu, on n'a pas parlé des enfants et de la formation et de l'éducation des enfants. Est-ce qu'il y a une rupture justement entre les adultes et les enfants? La radicalité. Oui, merci pour vos questions. En fait, il y a tous les âges. Les bifurcations, elles se font à des âges différents. Il y a même des retraités, en fait, aussi, qui profitent de la retraite aussi pour sortir. Bon, mais principalement, c'est des trentenaires, dans ce que moi j'ai pu observer. Et les jeunes, ils sont plutôt parmi les nomades, qui cherchent en fait le lieu propice, font aussi dans ce qu'on pourrait appeler, sans pour moi du tout cherchent aussi la forme militante qui leur convient. Et quant à la société de consommation, les jeunes qui sont très consommateurs et consommatrices, oui, mais en fait, de toute manière, les plus gros consommateurs, ça reste les gens qui ont du pouvoir d'achat élevé. Donc ça, c'est pas les jeunes, en fait. Ça reste ceux qui ont 65, 70, là, qui sont au sommet de leur carrière, qui ont bénéficié des 30 glorieuses, et c'est ceux-là, les plus gros consommateurs, et qui sont bourgeois. Donc la jeunesse, elle est dans cette consommation-là, mais ça reste des petites... sauf... Donc là, il faut que je la qualifie socialement, la jeunesse. Et l'autre chose quand même, c'est que ce qui est assez impressionnant, c'est l'abondance. Enfin, moi, c'est tout d'un coup, je sais pas, c'est pas 3 fraises, c'est des kilos de fraises. Qui n'aime pas les fraises? Enfin bon, je dis pas qu'il y a quelque chose de gourmand dans... Mais bon, moi, chaque fois, j'avais envie de dire, une fois que j'ai mangé, c'est bon, j'ai pas besoin de faire une démonstration scientifique, en fait. Les gens, ils sont super bien chauffés, ils ont super bien mangé. C'est hyper bon, je vais pas me promener avec des miches sous le bras, même si je sais que les goûts sont socialement situés. C'est que tout le monde n'aime pas le pain au levain et tout le monde n'aime pas les fraises. Mais donc ça, je vois bien ça. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose mais par contre, ça, pour que ça arrive
jusqu'aux jeunes et de façon massive. Les jeunes, quand ils vous le racontent, c'est le potager ou le jardin de leurs grands-parents, en fait. Et là, il y a un ressort important à partir de là. Et banlieue climat, j'ai fait un débat avec banlieue climat à Strasbourg. Et ben vous avez des jeunes de banlieue qui sont deuxième génération, troisième génération de migrants. Ils ont en mémoire encore ce que leurs grands-parents leur racontent de cette abondance paysanne et du goût et du potager ou du jardin ouvrier qu'ils pouvaient avoir eu dans la famille. Et ça, eux, ça fait envie en fait. Donc il ne faut pas du tout négliger ce qui transite encore de gourmandise dans plein d'endroits. Comment? Ah oui, et les jeunes. Alors moi j'ai aussi un point important, enfin c'est dans la conclusion d'ailleurs de l'ouvrage, c'est qu'en fait, moi d'avoir vu tant d'enfants, bon déjà dans les zones à défendre, il n'y a pas beaucoup d'enfants parce que comme je vous l'ai dit, zone frontale, donc quand il y a la police qui peut débarquer à tout moment, c'est sûr que c'est pas... maintenant il y en a davantage, mais c'est pas propice. Complètement. Là, il y a beaucoup plus d'enfants dans ces alternatives. En nombre d'enfants par personne, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Ce que je veux dire, ce n'est pas des familles avec 5 ou 6 enfants, c'est plutôt 1 ou 2, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens financiers. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les enfants font partie de la vie quotidienne et sont associés en fait à pas mal de tâches. Et que ça m'a posé à l'inverse une question très étrange, c'est qu'est-ce qui s'est passé au XXIe siècle et au XXe siècle pour que les enfants disparaissent de la scène du travail? C'est-à-dire qu'on se dit que quand les enfants disparaissent de la scène du travail, c'est que le travail est devenu carrément insupportable, toxique. Ah, c'est sûr qu'on ne va pas mettre un gamin dans une usine. Par contre, le mettre dans un petit poulailler, il n'y a pas de problème. Donc en fait, le travail, aujourd'hui, une grosse partie du travail qu'on propose est de fait dangereux. Et donc, il n'y a pas de personnes âgées non plus. Là, on peut, dans les sociétés paysannes, du gamin nourrisson à la personne grabataire, elle écosse les haricots et elle s'occupe du gamin que les parents ne peuvent pas garder. Donc en fait, il y a de l'activité pour tout le monde, tous les âges, tous les types de corps. Et ça, nous, on a créé le corps au travail, performant, qu'on va abîmer et user jusqu'à la corde. Et donc, la question donc moi, c'est plutôt l'inverse, j'ai plutôt vu des scènes de travail, de subsistance qui réintègrent les enfants, et ils sont beaucoup dans l'éducation alternative, si c'est ça aussi que vous vouliez savoir, mais pas que, parce qu'en fait, ça aussi, le mouvement de l'éducation alternative, c'est un mouvement à part. Si vous êtes dans un village et qu'il n'y a pas d'école alternative, que vous ne voulez pas prendre la voiture et que vous voulez gagner aussi des points auprès de la mairie, vous mettez votre gamin à l'école du village. Donc en fait, là, c'est des logiques locales, plutôt de comment on se situe par rapport aux autres, plutôt que de faire 40 km pour me mettre dans une école. C'est pas cette logique-là. Et donc, il faut distinguer les deux. Il y a de la pédagogie alternative, mais il y a vraiment le primat de l'école du coin, quand même, qui pèse. Et ils peuvent contribuer, du coup, à transformer les écoles du coin. Oui, ou inversement. Il peut y avoir de l'acculturation aussi de ces enfants par rapport à ceux, effectivement, qui sont dans un circuit traditionnel. Moi, j'ai vu des différences comme ça entre les parents et les enfants qui étaient relativement similaires. En rejet, oui. Oui, bien sûr. Moi, de toute manière, l'enquête, il faut la continuer auprès des enfants. Et juste pour vous donner un pourcentage, dans mon échantillon, j'ai fait 130 personnes, 130 entretiens, il n'y en a que 10% issus de la contre-culture, dont les parents étaient déjà hippies. 10%, c'est plus que la moyenne nationale. Mais ça veut dire que les enfants de hippies, enfin je veux dire, c'est pas 90%, ils viennent donc d'ailleurs. Donc il y a plein d'enfants éduqués dans la contre-culture, comme on dit, qui n'ont pas pris ce chemin-là. Ce qui donne de l'espérance. Moi j'ai une question, parce que c'est une réflexion que j'ai beaucoup moi-même de quoi on a besoin pour subsister. Vous parlez beaucoup d'alimentation, de nourriture, mais pour subsister il faut aussi des vêtements, il faut de l'énergie, des ressources, voilà, de l'eau, des choses comme ça.
Et à la base, c'est vrai que la société capitaliste, la promesse c'était on produit en masse pour permettre à tout le monde d'accéder. Et j'ai retourné le truc 1000 fois dans ma tête en me disant faut revenir à l'artisanat, mais c'est très cher, donc comment on fait, de quoi on a vraiment besoin. Voilà. Est-ce que c'est un cheminement aussi que vous avez fait vous et auquel vous avez peut-être trouvé des solutions? Oui, moi j'ai lu Quotidien politique, et donc la question, en fait, quand deviennent-ils de militants? Ils le sont de l'aube au crépuscule, en fait. Comme vous l'expliquez, c'est même à travers tous les gestes, même le moindre geste dont vous parlez. Donc il suffit simplement d'être là et de s'en faire le témoin. C'est une question que je vais vous poser, et c'est compliqué, mais est-ce que vous êtes capable de nous dire, en fait, parce qu'il y a l'écologie, hein, et il y a le féminisme, donc ce sont deux mots en fait qui peuvent se faire dresser déjà les cheveux sur les crânes de pas mal de gens. Mais alors l'écoféminisme, c'est terrible. Donc est-ce que en quelques mots vous pourriez nous présenter votre conception de l'écoféminisme, tout simplement, puisque vous en parlez dans votre livre. Une troisième? Oui, juste une question sur les gens qui habitent sur place et qui voient arriver je dirais, ces marginaux, entre guillemets. Est-ce que le lien se fait? Est-ce que la notion de communauté peut se créer avec les gens qui sont déjà sur place? La question des ressources en eau, c'est majeur. Et puis les vêtements, c'est le point le plus aveugle de toutes les alternatives de l'écologie politique, en fait. Hein. Alors que c'est par l'exportation... comment dire? C'est pourtant la fonction, l'activité humaine qui a été délocalisée dans les pays du Sud à la faveur de la colonisation et qui a fait que l'autonomie vestimentaire, en fait... ça a été le premier élément qui a été démantelé en fait par le capitalisme parce que c'est des ressources, c'est des marchandises qui peuvent transiter de très loin sans être périssables. Ce qui n'est pas le cas de l'alimentation. Donc ça a commencé par ça. Donc en fait l'autonomie vestimentaire en laine, moi j'ai des étudiants qui travaillent par exemple sur c'est incroyable ce qu'on peut faire comme qualité de laine différente de l'été à l'hiver, totalement imperméable. Le mouton est quelque chose qui, pour le coup, vit dans beaucoup de biotopes différents. On peut même en imaginer en ville. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas autonome en laine, par exemple. Et que la laine, ce n'est pas du coton. Là, vous avez pas plus que de la laine. Vous avez un animal qui donne des agneaux, qui peut produire du lait. C'est un nombre qui fait une isolation thermique. On va très loin avec un mouton. Un troupeau, puisque le mouton est rarement seul. Et donc l'autonomie vestimentaire, c'est un point aveugle. C'est pour l'instant la récup des surplus de la société de consommation, et ça aide beaucoup là-dessus. Trop peu de gens travaillent sur cette question-là de façon même artisanale, et donc ça coûte cher effectivement parce que les savoir-faire ont disparu et que avant donc à la question énergétique, alors moi vous lirez les inventaires donc le petit panneau énergétique, comment il récupère l'eau de pluie, les cuves, combien ça coûte, le gaz en bonbonnes, combien de bonbonnes par an, tout ça j'essaie donc ça leur coûte pas très cher. J'essaie c'est beaucoup plus facile là pour le coup, ça coûte, on peut pas me dire que c'est cher. C'est une vue de l'esprit. On pense que c'est cher, mais de fait, c'est pas cher. Par contre, la condition, c'est la vie en pièce unique. Ce qui est beaucoup de sociétés vivent en pièce unique. C'est parce qu'en fait, c'est ce qui coûte le moins cher et qui permet la superposition des activités. Donc, mais parce que aussi, il y a un en dehors. On dort en pièce unique, on mange en pièce unique, mais en fait, on est beaucoup plus... Le privé se situe dans un territoire du dehors. Donc l'autre problème aussi, c'est comment les gens vont réapprendre à vivre dehors. Ce qui n'est pas rien en fait. On passe notre vie en ville à aller d'un dedans à un dedans.
Du coup, on n'a plus aucune... Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais donc, c'est voilà, pour vous dire que ça se comptabilise et que c'est un sujet très, très important et qui fait partie de l'enquête. Du coup, j'en oublie les questions suivantes sur l'écoféminisme, quelle est ma conception de donc, et puis écologie et quoi ? Oui. Moi, il y a autant d'écoféminisme qu'il y a de féminisme. Il y a un écoféminisme socialiste, il y a un écoféminisme, je dirais presque libéral, il y a un écoféminisme spirituel. Donc c'est très très vaste la constellation écoféministe. Et moi, celle qui me convient, c'est ce que j'appellerais le féminisme de la subsistance. Il est très matérialiste. Il met en lien la cause des femmes et la cause des paysans et des ouvriers. Enfin, c'est du coup un féminisme de la re-répartition de la fabrique collective du monde, quoi. Et pour sortir de cette division internationale du travail effrayante, division genrée aussi. Et donc, il y a un mot que j'aime beaucoup de Maria Mies, qui est cette écoféministe allemande dont je vous ai parlé, qu'ils appellent la sweat equity. L'équité dans le labeur, quoi, et dans la sueur. C'est-à-dire, c'est pas toujours les mêmes qui s'y collent, et là, il n'y a pas d'hommes ou de femmes ou d'enfants ou j'en sais rien qui tiennent. Il faut le faire, parce qu'en bout de chaîne, ce sera de toute manière quelqu'un qui devra scoltiner le travail de la matière. Donc ça, pour moi, c'est un féminisme égalitaire. Enfin voilà, c'est ce type de... Mais pas tout le monde doit faire quantitativement la même chose, mais il fait selon ses capacités, mais en tout cas, c'est pas possible de s'en abstraire. Donc voilà, ça c'est l'écoféminisme qui me plaît. Et puis il y a aussi l'écoféminisme que j'ai appelé vernaculaire. C'est-à-dire c'est l'écoféminisme où il n'y a pas... Les gens, ils s'appelleront jamais écoféministes. C'est même pas un mot... mais il y a des tas de mamies du coin qui n'ont jamais perdu pied avec la subsistance et qui transmettent des tas de choses, des tas de savoir-faire en situation contrainte, quoi, et qui forment cette sororité dont nous parlaient les rappeuses. Ces jeunes rappeuses, là, elles forment aussi une sororité et qui, de manière subreptice, en donnant un petit plat à manger, en faisant le tricot, nous apprennent énormément de choses et de ce qui peut aussi être résistance en dictature, en fait, et parce que ça va pas peut-être jusqu'au bout du travail domestique, où là il y a encore des tas de choses qui peuvent se faire et qui peuvent être des zones refuge. Donc c'est ça ma conception, c'est pouvoir mettre ensemble ce travail qui du coup, voilà, je dis jusqu'à cet écoféminisme qui n'emportera jamais le nom. Et puis... Non, juste la maisonnée, ça existait quand? Ça, c'était communauté paysanne. Comment est-ce qu'il y a eu un âge d'or? Il y a autant de maisons. De toute manière, nous, nos grands-parents, ils étaient déjà en société de consommation avec désertification rurale énorme et très peu d'agriculteurs, donc il faut remonter assez loin parce que ça fait longtemps qu'il y a un exode rural et que les maisonnées sont démantelées. Les hommes ont été aspirés à la ville, les artisans, on parle toujours des agriculteurs, il n'y a pas les artisans. Donc les néo-ruraux, il leur manque des artisans. Même un forgeron pour refaire une pièce de tracteur, il n'y a pas. Alors qu'on parle à n'importe quelle personne des années 50, ma voisine de 80 ans, son père était forgeron, il recerclait les roues des charrettes. Et les gens, ils n'avaient pas besoin de faire venir une pièce de Chine. Donc en fait, les maisonnées, mais c'était déjà démantelé là, à ce moment-là. C'était masculinisé, beaucoup d'hommes et donc là, dans plein de pays, plein de migrants vivent encore en maisonnée. Ça, maisonnée sur plusieurs continents. Donc ce rapport-là... mais c'est compliqué parce que ça dépend vraiment des endroits. Dans la Creuse, j'en sais rien, dans des endroits où, très loin de la capitale, de certaines villes, il y a encore des maisonnées tout à fait efficientes et ça dépend des quartiers. Voilà, donc je pense que c'est compliqué de répondre géographiquement et historiquement complètement à la question. Et ça répond du coup à la question sur les liens avec les gens du coin. Parce que ça, moi je les ai appelés les bio du cru. Il y a toujours des gens, comme je vous l'ai dit, si on avait attendu que les gens des villes
déjà, en fait, il y a beaucoup de gens dans les villes qui vraiment n'aiment pas le travail des champs. Donc, même avec... j'ai eu beau rendre désirable la chose, je pense pas que ça va convaincre non plus les foules. Mais il y a des gens... Donc, du coup, il y a des gens du coin qui sont des sacrés alliés. Et moi, dans le quotidien politique, je parle beaucoup de vicinalité au sens des voisins. Les voisins. Comment de proche en proche, à partir des voisins, créer un lien et qui soit un lien de solidarité important et de redistributif aussi. Et donc en fait, sans surprise, qu'il y ait des personnes qui s'installent et qui s'ancrent, leurs premiers alliés, c'est les voisins. On ne se fâche pas avec son voisin. Et donc, ça crée... donc, plus ils sont séparés, en fait, dans des parcelles différentes, plus ça leur fait plein de voisins qui, par voie de contiguïté, voient bien que leurs voisins s'activent, font des trucs. Et ça crée une acclimatation réciproque, en quelque sorte. Et donc, tout le problème, c'est que si c'est une population qui reste minoritaire, ça fera toujours trop peu de gens, parce qu'en fait, il faut le voir pour le croire. Comme on vit dans un monde de stéréotypes, de préjugés, que ces personnes-là, ils ne passent pas leur vie au conseil municipal ou à essayer de faire la promotion de leur mode de vie, leur seul point de contact, c'est la vente au marché. Quand il y a, là, ils discutent, ils sont visibles, mais c'est un moment très court. Et généralement, il faut venir les voir, quoi. Et puis, s'ils ont des voisins qui sont dans le même cas, qui sont agriculteurs, qui pareil, ne bougent pas, s'ils ne se rendent pas de visite, ils ne peuvent pas se connaître. Donc, en fait, l'acquisition de pouvoir en tout cas se faire que ça fait partie du travail politique, que de rendre visible et sa manière de vivre par des jeux d'échange aussi, c'est un point à ne pas négliger. Et des groupes qui seraient très repliés, ça c'est un problème, qui seraient fâchés, qui ne joueraient pas ce travail, qui ne feraient pas ce travail vicinal, ont vraiment des problèmes d'implantation sur la longue durée. Ça, c'est un point qui reste vital, surtout en sociabilité rurale. C'est l'avantage de la ville, pour le coup. C'est qu'on n'est pas toujours obligé de hyper bien s'entendre avec ses voisins, parce qu'il n'y a pas les mêmes niveaux de dépendance dans les voisinages rural. Donc, c'est un atout, c'est une stratégie. Comment on rend ce mode de vie transférable alors ? Comment rendre ce mode de vie transférable ? Après un moment, tu avais parlé un peu d'échange entre les villes et puis les zones qui sont plus, disons, autonomes. Est-ce que, je sais pas, imaginer une solution un peu intermédiaire, parce que c'est vrai, retourner vraiment à une ruralité, on reviendrait au monde des artisans qui étaient détruits par l'industrialisation. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un mode de vie un peu, intermédiaire, imaginer, avec ceux qui ont envie d'être un peu plus en campagne et ceux qui veulent malgré tout être encore en ville, de manière à pouvoir créer un échange, disons, gagnant-gagnant. En fait, en même temps qu'il y a eu le capitalisme et donc l'instauration de la consommation-production, donc ça s'accompagnait de l'exode rural, démantèlement des maisonnées, du système des artisans paysans. Et il y a aussi une circulation qui s'est rompue, c'est que fait que très peu de temps qu'on a des villes qui ne vont pas périodiquement à la campagne. Enfin, les urbains étaient toujours en lien avec un bout de parentèle qui était resté à la campagne. En Grèce, quand il y a la grande crise, tous les urbains de Grèce sont retournés, eux, n'avaient pas perdu le fait que tout Grec de ville avait de toute manière un oncle, un cousin, un parent, un père, une mère, encore à la campagne. Et donc ça leur a permis de subsister, pour le coup, face à l'effondrement qu'ils ont vécu. Nous, aujourd'hui, en France, c'est rompu. Ce lien est rompu, vraiment dans les grandes largeurs. Et ça, donc il n'y a pas cette zone qui fait qu'il y avait des urbains qui revenaient périodiquement apporter de l'aide
à la ville, et des gens de la campagne qui échappaient à l'emprise d'un oncle, d'un père, d'une belle-mère, j'en sais rien, infernale, et qui trouvaient à la ville une ressource d'autres parentèles, d'autres réseaux, de copains du même village, mais qui apportaient l'anonymat et la possibilité de s'émanciper. Et ça marche dans les deux sens. Mais là, aujourd'hui, qui a sa zone ? Et donc, en fait, ce que je vois dans les groupes alternatifs, les collectifs, que ce soit aussi bien, si on étudie les soulèvements de la terre ou les ZAD, elles sont toutes en lien avec une ville, avec un groupe. Donc, les comités locaux, par exemple, de soutien, ils sont principalement beaucoup, pour 3/4 en ville, en fait. Et c'est des gens qui, périodiquement, viennent prêter main forte. Et inversement, quand les gens à qui on a prêté main forte savent qu'ils ont un lieu ou un groupe qui pourra les accueillir en ville. Et ça, les AMAP, je vous parlais des AMAP, c'est vraiment le système qui a beaucoup formalisé aussi ce lien-là à partir de la pratique agricole. Mais c'est pas... ça pourrait se faire pour l'artisanat, enfin ça pourrait être répandu pour toute forme d'activité. Quand on parlait de ce méso, ce truc qui serait ni l'installation, mais de réintroduire des circulations. Mais ça, on a un gros problème. Je pense que, je sais pas si vous... C'est que l'agenda scolaire des enfants, l'agenda de vacances de tout le monde, est pas du tout raccord avec l'agenda saisonnier agricole. Donc là, je sais pas vous, mais c'est le burn-out, quoi. Entre le potager qui est au sommet, les gamins qui finissent l'année, le boulot qui est... etc. Et on nous dit qu'il faut partir en vacances. En fait, en gros, il faudrait arrêter de travailler normalement, en sens emploi et capitaliste du terme, de mars à octobre, quoi. Parce que là, c'est compliqué, en fait. Donc là, ça passe par de la réduction du temps de travail salarié, et ce qui fait que les retraités qui n'ont pas cette dépendance à l'agenda scolaire des enfants pourraient, je pense, jouer un rôle hyper important, parce qu'ils pourraient se mettre sur cet agenda saisonnier, et les étudiants très jeunes, enfin les très jeunes qui n'ont pas pourraient aussi, enfin peuvent aussi se dire, ben voilà, moi je travaille 6 mois, et c'est de fait là, pour les pour basculer de façon, imaginer des transferts de population, c'est plutôt des portions d'espace-temps qu'il faut envisager, et quelle est la population en capacité de dégager cet espace-temps de mobilité entre ville et campagne, quoi. Moi je vois plutôt les choses comme ça. Est-ce qu'il y a encore avec? On a épuisé un peu la discussion. Est-ce que ce mode de vie est transférable? Transférable. À la ville. Oui. Alors, pas plus malheureux que les autres. Et autre chose, c'est que ce qui m'a beaucoup... de toute manière, il y a des parts sombres, mais les gens à qui ça ne plaît pas, ils arrêtent, quoi. On vit pas c'est pas contraint, parce que de toute manière, comme je vous l'ai dit, ils ont les ressources en ayant un certain diplôme, voilà. Donc c'est comment? Ils peuvent se recaser. En tout cas, moi, je les ai pas. Ceux qui sont recasés, je les ai pas vus puisqu'ils n'étaient pas là où moi je les ai cherchés. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire parler les autres. Du coup, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont partis? Et en fait, il y a quand même un effet je dirais pas d'addiction, mais une fois qu'on a goûté un certain nombre de trucs, c'est un peu compliqué de s'en passer. Et donc, moi, j'ai vu quand même plutôt des trajectoires d'approfondissement ou de réaménagement et d'accommodement pour rester, en fait. Et donc, bon, ça c'est... Et donc, transfert en ville, on va y arriver. Là, je reviens toujours à mon histoire du foncier, parce que moi, je pense vraiment que, comme on a des villes totalement démesurées en termes de taille, où il n'y a plus de ceinture maraîchère, plus de ceinture fruitière, plus d'artisanat. Quand il y a de l'artisanat, il n'est même pas ouvert sur la rue, on ne voit plus des gens travailler dans la rue.
La rue, c'est un lieu de travail, de partage. Les gens, ils apprenaient pas à l'école forcément des tas de trucs. C'est en se promenant et en allant d'un point à l'autre, ils voyaient des gens faire des gestes et ils les incorporaient. Aujourd'hui, il faut s'asseoir sur une chaise, avoir des PowerPoint, lire des tutos. C'est compliqué. Je veux dire, là, l'apprentissage, donc faut pour moi changer énormément de choses dans l'urbanisme pour que ce soit transférable dans les villes. Et c'est fait, donc c'est pas très encourageant ce que je raconte, mais ça pourrait être quelque chose en fait de remettre plein de métiers ou d'activités dehors ou de faire des festivals, j'en sais rien, où c'est ça qui est vu par tout le monde en passant, quoi. Parce que c'est juste, tiens, en fait, ça existe, ah bah ouais, tiens. Parce que sinon, c'est dans des lieux fermés. Et moi, je crois beaucoup aux vertus publiques, enfin, d'espace public. Voilà. Donc, tout ce tractopelle, quoi, c'est ça. Plutôt. Donc, merci Geneviève. Je voulais simplement dire qu'il y a les 2 bouquins de Geneviève qui sont en vente des lisières, là, sur la table. L'UPC a lancé un appel contre le Rassemblement national dans cette période de trouble. Et on propose aux assos, aux organisations, aux entreprises de la société civile de signer pour faire bouger un peu les abstentionnistes. Et puis je voulais te remercier et te dire qu'à Roubaix, il y a un gros potentiel tout de même, en termes parce qu'on est à le record du monde des friches, donc on peut réinventer, on peut retrouver la terre là, et on peut enlever le bitume, et puis il y a des savoirs, il y a moins de tension, le marché est moins présent qu'à Lille, et donc il y a peut-être plus de place pour fabriquer des choses. Et il y a des savoirs d'entraide et de solidarité qui sont fortes dans les quartiers. Et donc nous, on bosse là-dessus. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est nous aider à faire un démonstrateur de ça au Trichon. Donc si vous voulez habiter le Trichon, on peut voilà, et essayer de faire un mouvement. On a besoin, parce qu'on est tout de même très minoritaire, très, très fragile. L'écologie, les écolos c'est les boucs émissaires bientôt des problèmes. Donc voilà, il faut qu'on se regroupe et qu'on se donne de la force. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire à partir de ce quartier-là. Et en disant si ça marche là, après on peut essayer de s'aimer. Mais on a du mal aujourd'hui à être partout, quoi. Et même si on essaie de continuer la réflexion sur l'économie de l'entraide pour toute la ville. Mais je pense que voilà, il faut se mobiliser. Bon, je sais pas, tu veux dire un petit mot T'as une autre idée, non? Quelque chose à dire? Bon, voilà, donc merci. En tout cas, ce cycle, c'était important pour réfléchir au partage, à comment on change un peu nos imaginaires. J'espère que ça vous a inspiré. Et puis, bon travail chez vous. Et à bientôt.